Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. Vous êtes avec Sébastien Gobert, je commence par une revue de presse. Les résultats officiels des élections locales ont été annoncés la semaine dernière. Tous les partis assurent qu'ils ont su marquer des points, même si en fait aucune formation politique n'a vraiment dominé ce scrutin. Il est important de noter qu'à Kiev, Vitaly Klitschko est réélu comme maire dès le premier tour. Dans de nombreuses agglomérations d'Ukraine, un second tour aura lieu, échelonné entre les dimanches 15 novembre et 22 novembre. L'actualité politique à Kiev est aussi dominée par la crise constitutionnelle et l'affrontement entre le président Zelensky, les juges et une partie de sa majorité. Le Parlement fait pour l'instant la sourde oreille au projet présidentiel de dissoudre la Cour. Je rappelle que cette crise pourrait remettre en cause à la fois le cours des réformes en Ukraine, le soutien financier international et plus généralement la capacité de Volodymyr Zelensky à gouverner. Comme je reviens d'une semaine dans le Donbass, j'en profite pour partager des impressions de voyage. La situation sur le front est calme, le cessez-le-feu en vigueur depuis la fin juillet tient bon. Les belligérants se sont aussi accordés pour ouvrir aujourd'hui, mardi 10 novembre, 2 points de passage le long de la ligne de front. C'est une initiative historique qui devrait faciliter la vie aux millions de civils qui habitent encore dans la zone de guerre. Et toujours sur l'est de l'Ukraine, la Banque mondiale va investir 100 millions d'euros dans la région de Lugansk dans des projets d'infrastructure, d'agriculture et de soutien aux entreprises locales. C'est une aide bienvenue qui peut s'inscrire dans l'idée soulevée par Volodymyr Zelensky de créer une zone économique spéciale dans l'est de l'Ukraine. Je termine sur une note préoccupante, mais aussi en lien avec le thème d'aujourd'hui. L'Ukraine est désormais parmi les 10 pays au monde avec le plus de nouveaux cas de Covid-19 par jour et le plus de décès. La France figure, elle aussi, bien haut dans ce classement. Comme je l'ai dit, cette dernière information est en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, puisque mon invité est Adrien Delamare, représentant en Ukraine et responsable pays pour Sanofi. Bonjour Adrien. Bonjour Sébastien, comment vas-tu ? Ça va bien, merci beaucoup. Adrien, donc Sanofi, c'est une entreprise pharmaceutique française, aujourd'hui transnationale. Sanofi en Ukraine, ce sont 400 employés, de nombreuses années d'expertise. Évidemment, avec la pandémie de coronavirus, c'est une entreprise qui s'est retrouvée en première ligne. Alors, qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous ? Eh bien Sébastien, en fait, l'activité des laboratoires pharmaceutiques repose sur beaucoup d'activités qui sont faites de manière physique. Et donc, on a dû, au mois de mars, passer d'activités historiques, qui sont des activités dans lesquelles il y a du contact, à des activités complètement digitales. Donc, je pense que ça a été vraiment une révolution. Donc, les activités ont vraiment complètement changé. Après, si je dézoome un petit peu, je pense que certes, Sanofi fait partie d'un écosystème de santé, mais je pense que il faut aussi mettre en avant la réaction qui a été faite par tous les acteurs de santé. C'est-à-dire qu'on a vu une réaction assez historique dans laquelle tous les acteurs de santé, pas uniquement les laboratoires pharmaceutiques, mais aussi les représentants médicaux, les médecins de famille, les pharmaciens, etc., ont essayé de se grouper pour essayer de trouver une solution assez rapide à cette pandémie. Et si on rezoome ici en Ukraine, est-ce que ça a changé quelque chose dans vos activités dans le pays ? Mais en fait, l'Ukraine, ça a vraiment changé énormément de choses dans la mesure où, donc j'en ai déjà parlé, la transformation digitale, mais derrière, ça nous a rendu un objectif encore plus fort, c'était d'essayer de trouver des solutions digitales en interne, mais aussi en externe. C'est-à-dire avec l'enregistrement des produits, avec les flux logistiques qui devaient être soutenus pour s'assurer que chaque personne qui a un traitement puisse continuer à suivre son traitement et puisse continuer à avoir les médicaments qui leur sont propres. C'est aussi passé par des activités dans lesquelles on a eu beaucoup de sollicitations qui venaient des autorités via du direct ou via les associations professionnelles pour essayer d'avoir des réponses aux questions qui puissent se poser, pour essayer d'apporter des solutions de partenariat ou d'apporter des benchmarks qui venaient d'autres pays européens sur comment réagir dans le contexte actuel. On fait partie des leaders des entreprises pharmaceutiques internationales. Donc on a un portefeuille qui va, on va dire, des vaccins, comme on l'a cité précédemment, à des produits de grande consommation, des produits contre le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies rares. Donc on a essayé d'anticiper très vite pour réduire au maximum toutes les contraintes d'approvisionnement qui pouvaient se poser sur l'Ukraine, en essayant vraiment de revoir, on va dire, toute la chaîne logistique pour s'assurer qu'au moment de la clôture ou de la fermeture de certaines frontières,
si nos usines produisent dans un pays européen et doivent approvisionner l'Ukraine, on ait déjà des solutions qui puissent nous permettre de pouvoir faire venir les différents produits. D'après ce que je peux comprendre de tes propos, Sanofi en Ukraine a un portefeuille d'activités assez large. Est-ce que c'est le cas dans tous les pays où Sanofi est présent ou est-ce que c'est spécifique à l'Ukraine ? En fait, au vu du nombre de personnes qu'il peut y avoir en Ukraine, donc ça peut aller en fonction des sources de 37 millions à 42 millions de personnes, Sanofi a considéré que c'était un pays, on va dire, très important et à ce titre, qu'il fallait pouvoir proposer les solutions innovantes qu'on est en mesure de proposer dans d'autres pays d'Europe à un pays comme l'Ukraine. Donc c'est vrai que c'est une approche pays qui est ouverte en termes de solutions pour pouvoir permettre à la population ukrainienne de bénéficier des mêmes technologies qu'il puisse y avoir sur d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et c'est pour ça qu'on a des projets qui sont vraiment, on va dire, proches de nos activités qu'on a essayé de maintenir pendant la période du Covid, qui sont nos activités un peu plus sociales. On soutient des patients qui ont des maladies rares et malheureusement, les maladies rares impliquent un traitement qui est un peu particulier, dans lequel il faut qu'il y ait un suivi particulier, il faut que les personnes puissent se déplacer dans des centres d'infusion. Donc en fait, on a continué à intensifier notre support à ces patients parce que c'est vrai que l'isolement lié au Covid est assez fort et de surcroît, si cet isolement est fait par, on va dire, une pathologie précise, on s'est dit que notre responsabilité était d'intensifier ça. On a aussi des activités qui sont très proches des patients diabétiques qui ont été considérés pendant cette pandémie et qui le sont toujours comme étant des profils à risque. Donc on a continué aussi de manière très intense à maintenir ce lien pour s'assurer que ces patients puissent se protéger dans la manière la plus optimale. Et on a aussi d'autres initiatives sociales qu'on a continué à faire. C'est toujours dans cette notion d'isolement. On a des centres, c'est-à-dire des orphelinats qui sont assez nombreux en Ukraine, dans lesquels on essaie de les soutenir de la meilleure manière, dans lesquels on a organisé des choses qui peuvent nous paraître minimes, mais des city tours. Donc, c'est-à-dire qu'on a organisé des city tours pour eux, qui étaient des city tours virtuels, dans lesquels ils pouvaient apprendre un peu mieux des différentes villes d'Ukraine. On a organisé d'autres activités un peu plus digitales, donc pour maintenir vraiment ce lien avec la communauté. Tu veux dire par là que Sanofi a une approche globale et exhaustive de la santé, dans le sens où ça ne passe pas uniquement par médicaments et vaccins, mais aussi par la santé mentale et l'équilibre psychologique, c'est bien ça ? Non, exactement, c'est tout à fait ça. Et pour la dimension psychologique, ça fait une bonne transition dans la mesure où tu m'as demandé en début d'entretien quelles avaient été les transformations en interne. Mais je pense que ce qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est qu'une transformation doit venir avec de l'accompagnement. C'est que ces gens qui ont travaillé pendant, on va dire, 5, 10, 15, 20 ans sur des modèles et dans lequel on leur demande, dans l'espace d'une semaine, de changer complètement le modèle et les repères qu'ils ont, on a mis en place aussi des mesures d'accompagnement chez Sanofi. Donc, on a essayé d'anticiper ce qu'on appelle, tu vois, le mental health. Donc, on a développé des mesures d'accompagnement pour nos employés aussi. On a essayé de développer des activités collectives qui sont toujours digitales parce que on favorise un maximum le travail à la maison. Donc voilà, on a vraiment essayé d'accompagner en interne comme on le fait toujours en externe pour s'assurer qu'au final, ce syndrome d'isolement qui est lié, on va dire, au Covid soit minimisé aussi bien pour nos employés que pour les communautés qui sont proches de notre cœur, tu vois. Et en règle générale, quelle est ton appréciation du système de santé ukrainien ? On sait qu'il souffre d'une mauvaise réputation, qu'il n'a pas vraiment réussi à faire face à des grands défis de santé publique comme les maladies infectieuses. Alors toi, tu es ici depuis le mois de mars, en tant que représentant de Sanofi en Ukraine. Qu'est-ce que tu penses de tout cela ? En fait, je pense que le plus important, c'est de voir que les autorités sont en train d'essayer de transformer le modèle de santé. Et actuellement, grâce, on va dire, au courant qui est en train d'insuffler l'Europe et grâce au FMI et aux différentes recommandations qui ont été données, le pays est en train de transformer son modèle et essaie d'aller un peu plus dans cette dimension de remboursement sur lequel on est un peu plus à l'aise parce que c'est vrai que c'est des modèles qui tournent depuis assez longtemps dans nos pays européens. Je globaliserai un peu plus en fait la question en se disant comment est-ce que je vois l'évolution du système de santé ? Moi, je pense que les autorités sont en train de solliciter via la CCIFU, via les différentes associations, via les comités de santé, des benchmarks et des approches par rapport à des pathologies ou par rapport à des maladies. Et donc ça, je trouve que c'est un signal assez positif. Après, on est en période de Covid, donc c'est vrai qu'ils ont des priorités qui ont été revues à la même enseigne que tout le monde dans une période très courte. Mais je pense qu'il est important de noter que les autorités veulent vraiment faire évoluer le système
veulent essayer de le globaliser et veulent essayer de couvrir de plus en plus, on va dire, de maladies infectieuses et autres. Et en termes d'infrastructure et de capacité d'accueil des patients ? L'infrastructure, l'inconvénient, c'est que il faut une infrastructure digitale, il faut une infrastructure centralisée. Donc, dans toute transformation de système de santé dans un pays, il faut qu'il y ait une infrastructure, on va dire, de compétences, une infrastructure aussi digitale qui puisse permettre de soutenir et de pouvoir suivre ces différents éléments. Donc, en fait, on le voit avec la nomination d'une personne au sein du gouvernement qui est un petit peu responsable du digital. On voit cette envie de vouloir essayer de faire évoluer les choses. Et l'Ukraine reste quand même un des pays de référence sur tout ce qui est, on va dire, IT, tout ce qui est digital, tout ce qui est start-up. Donc, je pense qu'ils ont une équation qui est assez favorable dans la mesure où la compétence dont ils ont besoin pour pouvoir faire transformer ce système existe en local. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il est assez important de souligner. En termes d'infrastructure, c'est vrai que c'est des situations qui sont en train d'évoluer. Il y a un fort disparate entre les hôpitaux publics et les hôpitaux privés, ce qui est un petit peu aussi le problème actuel. C'est-à-dire qu'on voit que pour contrer le Covid, en termes d'infrastructure, il y a certains manques qui font qu'on peut penser à des scénarios qui peuvent être assez compliqués. Au vu des chiffres actuellement, on voit quand même que la situation est assez préoccupante en Ukraine. Oui, tout à fait. Je vais prendre ma casquette Sanofi et je vais insister sur le fait qu'il est vraiment excessivement important de porter un masque, de respecter les mesures de distanciation, que ce soit au restaurant, que ce soit ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on est tous liés à des proches en France et quand on les appelle, il y a quand même des mesures de restriction qui sont tout autres. Donc je pense que notre responsabilité individuelle, c'est de commencer par essayer d'intensifier ces mesures de protection et après d'essayer de les appliquer aussi dans le monde un peu professionnel. Et puisque tu reviens sur la situation du Covid-19, je voudrais terminer par une question qui nous préoccupe tous. Est-ce qu'un vaccin est en vue et est-ce qu'il pourrait venir d'Ukraine ? Je pense que ce qui est le plus important, c'est d'où que ça vienne. L'important, c'est que ça vienne. Donc c'est pour ça que Sanofi, par exemple, sur un de ces 2 candidats au vaccin, on a fait un partenariat qui est quelque chose d'assez historique avec GSK, qui est un de nos plus gros compétiteurs sur le vaccin. On s'est dit que prendre une équation assez positive des 2 leaders pouvait nous améliorer nos chances de pouvoir essayer d'avoir un vaccin qui puisse être efficace. Ce que je sais, c'est qu'il y a différents projets qui sont en train d'avancer. Ce que je sais, c'est que la majorité des laboratoires pharmaceutiques essayent, quand bien même la période de développement est vraiment compressée, essayent de suivre toutes les étapes pour rendre vraiment ces vaccinations les plus safe. Mais l'intérêt, c'est qu'il y ait une solution collective qui vienne. Et le plus tôt possible serait évidemment le mieux, même s'il faut se méfier des effets d'annonce. On va regarder tout ça attentivement. Merci beaucoup Adrien. Écoute, merci Sébastien. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert. À très bientôt pour une nouvelle conversation.